Je vais aller un petit peu plus dans le détail que ce que a commencé à faire Catherine Gonzalez en présentation de cette journée, en m'attachant à voir en termes de surveillance environnementale de la qualité de l'air, eh bien, quelles étaient potentiellement les demandes qui sont exprimées et qu'est-ce qu'on peut, dans quels termes on peut répondre à ce besoin avec des capteurs en l'occurrence et avec la mise en place de stratégies d'échantillonnage adaptées. Alors cette présentation a été faite avec effectivement le concours de Nathalie Redon, c'est moi qui suis l'oratrice aujourd'hui. Je tiens à remercier Nathalie Redon, mais aussi avec l'ensemble des acteurs avec lesquels on travaille maintenant depuis quelques années, dans les écoles des mines essentiellement, autour du groupe GMR en particulier, qui s'attache beaucoup à fédérer les activités qu'on peut avoir dans différentes écoles. Et comme on le disait tout à l'heure, eh bien, il y a beaucoup d'écoles qui travaillent dans le domaine de l'air avec des compétences différentes et on a un grand intérêt à travailler ensemble et je pense que ça ne fait que commencer. Alors, pour positionner un petit peu la question de la pollution de l'air, quels sont les enjeux? Eh bien, il y a 3 déterminants importants qu'il faut identifier pour savoir quelle est la demande. C'est d'abord quelles sont ses sources. Eh bien, ces sources sont multiples et variées. Ça a été noté tout à l'heure. J'arrive un petit peu plus précisément. Il y a effectivement les sources associées aux modes de transport qui sont en perpétuelle évolution et en perpétuel accroissement. Les sources associées aussi aux activités industrielles qui vont être là très variables dans le temps et dans l'espace en fonction de l'implantation industrielle du site où on se trouve. Il y a les sources également qu'on va appeler urbaines qui vont être associées à des activités telles que l'usage de solvants domestiques ou le chauffage domestique. Et j'y reviendrai un tout petit peu après. Une source aujourd'hui qui est très émergente en termes de recherche, qui est la qualité de l'air intérieur, et j'y reviendrai après, mais aussi des sources telles que les sources naturelles qui sont aussi à l'origine d'émissions d'espèces qu'on ne peut pas qualifier de polluantes, mais qui vont par réaction au niveau de la physico-chimie de l'atmosphère pouvoir être à l'origine, par exemple, de formation de nanoparticules qui, elles, vont devenir, qui sont des polluants secondaires et peuvent avoir un impact sur la santé. Alors, ces sources, ça a été dit, je le redis, elles contiennent de multiples espèces, des espèces réglementées telles que les oxydes d'azote, le CO, le SO2 ou les particules en suspension, mais aussi des COV qui sont des espèces qui sont potentiellement polluantes sans qu'elles soient toutes réglementées. Les 2 autres déterminants des concentrations ambiantes mesurées, je l'ai dit, ce sont les émissions, mais aussi le transport et les transformations. Ce qui veut dire que ces polluants vont évoluer, vont être transportés et vont avoir finalement des impacts sur la santé et sur l'environnement. Et un des enjeux aussi d'une bonne surveillance, c'est quels moyens d'action on peut avoir pour essayer de réduire cet impact en réduisant les précurseurs potentiellement. Alors, la qualité de l'air intérieur est un autre défi dont on entend parler plus récemment. L'OQAU a eu 10 ans l'année passée, l'Observatoire sur la qualité de l'air intérieur. Et cette qualité de l'air intérieur est particulièrement importante quand on sait que dans les pays développés comme le nôtre, eh bien, on passe à peu près 80% de notre temps à l'intérieur d'environnements. Alors, ces environnements peuvent être évidemment des logements, mais aussi des lieux de travail ou des lieux scolaires, typiquement, vont être également des transports ou aussi ce qu'on appelle des établissements recevant du public. Alors, cette qualité de l'air intérieur, eh bien, elle a une caractéristique forte, c'est que, eh bien, il y a une grande diversité de polluants et une grande diversité de sources spécifiques et très variables selon l'endroit où on va être. Ce qui veut dire que les environnements intérieurs peuvent être qualifiés aujourd'hui d'environnements particulièrement complexes et différents, à la différence peut-être de l'air extérieur où on a une homogénéité, à l'exception des sources industrielles que j'ai citées tout à l'heure, mais une relativement bonne homogénéité, maintenant bonne connaissance avec le recul qu'on peut avoir. Ces polluants eh bien, sont de différentes natures, des polluants chimiques, des polluants biologiques, des polluants physiques, avec une difficulté supplémentaire qui est le confinement, qui est un élément important, qui est de plus en plus important de par le fait qu'on va essayer de faire des économies énergétiques. Et donc, on a des bâtiments qui sont effectivement de plus en plus étanches. Et il ne faut pas oublier cette qualité de l'air intérieur dans la gestion de ces bâtiments. Alors, les principales sources de l'air intérieur eh bien, sont très différentes de celles que j'ai
est cité tout à l'heure, hein, c'est essentiellement l'équipement avec des matériaux de construction et de décoration et l'ameublement, des activités humaines et des produits d'usage courant tels que des produits nettoyants ou des produits cosmétiques, de l'implémentation au milieu intérieur de différentes sources telles que les animaux et les plantes, mais aussi l'air extérieur évidemment, puisqu'il y a inévitablement des échanges entre l'air intérieur et l'air extérieur. Alors, au niveau des concentrations des polluants en milieu intérieur, je vous ai mis simplement cette présentation pour vous donner une idée. Vous avez ici représenté les concentrations en COV qui sont une famille assez importante de polluants en air intérieur. Donc vous avez ici les concentrations en COV issues d'une campagne dans les logements français conduite par l'OQAI entre 2003 et 2005. Et vous avez ici, sur un certain nombre d'espèces, les concentrations, les médianes des concentrations mesurées en air extérieur et sur les mêmes sites, hein, les médianes des concentrations mesurées en air intérieur. Et vous voyez bien là que les concentrations, le ratio qui est indiqué ici, est pour une très large part de polluants bien supérieur en air intérieur, bien supérieur à 1, indiquant les concentrations bien plus importantes en air intérieur qu'en air extérieur, liées aux sources intérieures ou aux activités qu'on peut y mener, avec une dispersion et une dilution des polluants bien moins importante que dans l'air extérieur. Étant donné, étant posé un petit peu ce décor, comment mesurer et quels polluants mesurer? En air extérieur, on l'a dit tout à l'heure, on a différentes strates de réglementation, une strate européenne, nationale et locale. Je ne m'attacherai ici qu'à la strate européenne, hein, puisqu'après on va arriver sur des considérations très locales. Et au niveau de la strate européenne, on a cette stratégie communautaire de surveillance qui est basée sur des directives, hein, et ces directives visent à quoi? À définir et à fixer les objectifs concernant cette qualité de l'air ambiant, tout simplement pour prévenir, réduire les effets nocifs sur la santé, sur l'environnement. Mais aussi, ces directives, alors il y a tout un nombre d'indicateurs, j'en ai pris ici que ceux qui nous intéressaient le plus, va viser à poser aussi ces directives, comment évaluer la qualité de l'air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs, afin effectivement de pouvoir avoir une base de comparaison homogène liée, qu'on n'ait pas une hétérogénéité liée aux méthodes de mesure. Ceci a pour conséquence que les directives vont renvoyer sur des normes et que pour chacun des polluants réglementés, on va avoir un cadre très strict de méthodes, de techniques, de paramètres qui vont permettre de nous imposer des méthodes de mesure. Ce qui veut dire qu'on va à ce moment-là mettre en place dans les ASCA, les associations agréées de surveillance de qualité de l'air, des mesures qu'on va qualifier de fixes, avec un objectif de qualité associé très précis afin d'avoir une homogénéité sur l'échelle nationale, mais aussi européenne. Sur l'air intérieur, le décor est un petit peu différent puisque la réglementation n'est pas européenne, mais elle va être uniquement française. Nous n'avons pas de réglementation à l'échelle européenne. Et la loi Grenelle II, hein, qui est assez récente, va poser obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans certains établissements, et notamment les établissements recevant du public. Alors, cette loi se pose sur des décrets, hein, donc je vous ai cité ici à titre anecdotique, mais 3 décrets d'application qui vont, pour l'un, nous donner les valeurs guides à ne pas dépasser pour le formaldéhyde et le benzène, 2 polluants émergents dans la qualité de l'air intérieur qui sont mesurés partout et qui sont avérés cancérigènes pour l'homme. Un deuxième décret qui va nous poser le cadre général de la surveillance dans ces ERP, et le dernier qui va nous poser le cadre technique de cette surveillance. Au final, là encore, on a la mise en place de méthodes de mesure dédiées et spécifiques, visant très précisément certains polluants. Ce qui veut dire qu'on a maintenant le cadre de mesure. Comment mesurer ces polluants? La méthode aujourd'hui posées, hein, pour cette métrologie sont des analyses physico-chimiques, hein, qui vont consister à prélever selon les polluants pendant plusieurs heures, jours. Alors sur certains polluants, ici en l'occurrence les COV, on va être obligé de préconcentrer les espèces gazeuses parce que les niveaux de pollution sont très très bas. Et ensuite, alors ici vous avez en illustration des dispositifs permettant de l'échantillonnage actif, et on en a parlé tout à l'heure, de l'échantillonnage
passif, dans les aires intérieures, notamment dans les environnements intérieurs, de mener des mesures a posteriori au laboratoire avec des techniques relativement lourdes à mettre en place, ou dans le cas de certains polluants réglementés comme ceux de l'air extérieur, eh bien on va avoir des analyseurs monogaz qui vont répondre aux normes en place et qui sont généralement mises en place par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air et qui vont nous permettre d'avoir une couverture nationale sur ces mesures de polluants. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ces méthodes? Eh bien, ce sont des méthodes qui vont nous permettre des mesures à très faible teneur, qui vont nous permettre d'avoir une liste plus ou moins exhaustive d'espèces, mais en tout cas d'avoir une très bonne connaissance des espèces mesurées. Et ce sont des méthodes qui sont adaptées aux mesures réglementaires. Les inconvénients, vous vous en doutez bien, c'est que ce sont généralement des mesures ponctuelles et pour certaines avec un résultat en différé. On a une complexité relativement importante de cette surveillance avec des coûts associés relativement importants. Et ça va être ce qu'on va appeler des stations fixes avec, par exemple, un certain nombre, pour Paris, ça doit être une dizaine de stations de mesure qui sont obligatoirement implantées en fonction du niveau de pollution et du nombre d'habitants concernés. Quelle est la place des capteurs dans cet environnement? Eh bien, les capteurs, globalement, vous avez ici une illustration, ce sont globalement des matériaux dont les propriétés électroniques vont être modifiées en présence d'un gaz et ils vont trouver un avantage énorme. L'avantage énorme sera la réponse rapide et en temps quasi réel. Ça va permettre de faire des mesures in situ avec maintenant la transmission sans fil des résultats, donc avec une bonne couverture spatiale, mais aussi avec une réponse temporelle très très rapide. Et de manière générale, ils ont un coût faible, en tout cas plus faible que les analyses physico-chimiques que je vous présentais antérieurement, et avec un déploiement relativement facile, avec une technique sans fil typiquement pour les implémenter, mais aussi récupérer les résultats. Les inconvénients, parce que tout n'est pas rose, eh bien, ce sont les limites de détection qui sont parfois élevées, mais de plus en plus, on va avoir affaire à des matériaux de plus en plus sensibles, avec une amélioration très nette de ces limites de détection, et aussi souvent un manque de sélectivité pour un certain nombre d'espèces, avec des interférents qui vont devenir parfois problématiques lorsqu'on va avoir une bonne confiance dans la teneur, en tout cas dans la mesure qui en est sortie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une très forte attente de la part des utilisateurs pour utiliser ces capteurs, pour mesurer la qualité de l'air, pour la qualifier avec des dispositifs portables. Alors, aujourd'hui, où on en est de ces données? Eh bien, aujourd'hui, beaucoup d'expérimentations, j'en ai pris un exemple ici du projet européen MACPOL, eh bien, des expérimentations, compte tenu de cette forte attente, eh bien, sont menées pour voir dans quelle mesure eh bien, on peut mesurer des polluants de manière spécifique avec souvent des essais à la fois en laboratoire et sur le terrain. Alors ici, je vous ai pris l'exemple de ce projet, notamment l'exemple de la réponse d'un capteur à l'ozone. Vous avez ici en ordonnée eh bien, la réponse du capteur en concentration et vous avez ici en abscisse la réponse de la technique aujourd'hui normée pour faire cette surveillance de l'ozone dans l'air ambiant. Et vous voyez bien qu'on a donc une globalement bonne corrélation entre les mesures capteurs et les analyseurs, et l'analyseur en l'occurrence, mais évidemment une grande dispersion des points. Ce qui veut dire qu'il faut aussi être bien conscient de la limite de la sortie de la réponse du capteur afin de prendre avec précaution ces données et de bien l'utiliser dans le cadre qui est le sien sans vouloir faire dire plus que ce que le capteur peut dire au regard des essais auxquels il a été soumis. Alors aujourd'hui, globalement, l'utilisation des capteurs, où elle trouve sa place, eh bien typiquement, elle va trouver sa place pour permettre de disposer de mesures indicatives avec une qualité limitée qu'il sera important de connaître et de qualifier. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, elle ne remplace pas les mesures fixes réglementaires. Aujourd'hui, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais néanmoins, on a tout à fait typiquement des applications, et je pense qu'il y aura des exemples qui vont être donnés juste après notamment, avec typiquement l'identification de zones sources, notamment de points d'émission, ça peut être des points, mais ça peut être des zones aussi, pour les sources diffuses typiquement, à condition de bien faire attention, d'avoir des capteurs spécifiques ou d'être dans des zones peu complexes où on a une source industrielle relativement bien connue et où, par exemple, sur des sources industrielles
si on a des sources industrielles multiples, il faudra faire attention effectivement qu'un capteur de NOx, eh bien, comme il répond aussi à l'ozone, on ne lui affecte pas une réponse en disant c'est du NO2, alors que c'est typiquement un gaz interférent. Ça va effectivement pouvoir aider à la mise en place et à la localisation de manière optimale de mesures plus lourdes, le déploiement avec la possibilité de faire un maillage très fin compte tenu de leur taille petite, compte tenu de leur facilité de déploiement, va permettre de mettre en œuvre et de localiser de manière optimale des points, de la répartition spatiale des polluants, qui est relativement mal connue aujourd'hui, hein, même si les modèles sont de plus en plus fins, hein, avec, par exemple, un déploiement en amont d'un déploiement de campagne ou à partir d'un suivi entre deux campagnes de mesures plus lourdes. Ça va permettre aussi de prévoir, de permettre de données, d'être utilisées en prévision de dispersion de polluants, généralement en lien avec l'intégration de données. Alors j'ai pris ici une illustration, mais j'aurais pu en prendre d'autres. On a de plus en plus de sites industriels ou de sites urbains sur lesquels on va pouvoir implémenter de nombreux capteurs et aussi pouvoir faire de la prévision de dispersion, valider ces capteurs ou à l'opposé, faire de la modélisation inverse pour identifier des zones sources afin d'identifier de manière précise des sources surfaciques typiquement. Ça va permettre par exemple aussi de gérer du trafic en rétroaction par rapport à des élévations de niveau de pollution ou également d'anticiper par exemple la limitation de rejets industriels lorsque une réponse de capteur va dépasser un certain seuil. Donc on voit bien qu'ils ont une place tout à fait privilégiée en complément typiquement des mesures réglementaires. Alors, pour illustrer un petit peu ce qui est fait, je vais vous présenter de manière très rapide, mais je pense que Valérie, juste derrière moi, va l'aborder sur un autre champ, je pense. Hein. Un projet PhotoCare, hein, donc, qui a été mené en partenariat avec mines Douai, mines Saint-Étienne et mines Nantes, dans le cadre d'un projet financé et soutenu par l'Institut Carnot Mines. Alors, ce projet PhotoCare avait pour but de tester, d'évaluer les performances d'un système photocatalytique de traitement d'air et l'otiment d'air intérieur caractérisé par une multiplicité d'espèces. Et dans ce projet, eh bien, un des Work Packages était dédié à l'élaboration et à la validation d'un système de capteurs permettant l'établissement d'indicateurs d'efficacité du dispositif de traitement. Alors qu'habituellement, on fait du traitement à l'aveugle, eh bien là, l'idée, c'était de pouvoir voir est-ce que ce capteur pouvait nous apporter une information supplémentaire. Donc, pour réaliser ce travail, eh bien, les travaux ont été menés sur la boucle de traitement d'air qui est disponible à l'école des mines de Nantes, hein, sur lesquelles eh bien, on a une circulation d'air chargé en polluants, typiquement ici un exemple toluène, et équipé d'un module photocatalytique. Et antérieurement à ce projet, la boucle de l'école des mines de Nantes était équipée avec un dispositif relativement lourd de caractérisation des polluants, hein, soit des polluants primaires à traiter, soit des polluants secondaires potentiellement formés à l'issue du traitement. Et un des buts du projet était d'équiper ici, cette partie qui est symbolisée ici en rouge, en équipant cette boucle de traitement avec un dispositif multicapteur. Alors ce dispositif multicapteur, eh bien, vous voyez, il est représenté ici. C'est donc, vous avez ici finalement les nombreux capteurs qui l'équipent. Alors ça devait être température, humidité, il devait avoir du CO, il devait avoir des COV, 2 capteurs pour les COV, un capteur formaldéhyde, hein, polluant emblématique de l'air intérieur, parce que ça peut aussi être un polluant secondaire formé par ce type de traitement s'il ne fonctionne pas dans des bonnes conditions. Et un des objectifs a été d'implémenter ce système multicapteur dans un dispositif évidemment étanche, permettant ce suivi en continu de cette boucle de traitement. Et en termes de résultats, eh bien, vous voyez ici représenté en fonction du temps, donc avec un suivi de la boucle de traitement sur 2 heures, eh bien, les signaux de la concentration toluène. Donc vous avez ici sous forme de points verts eh bien, les concentrations en toluène qui ont été mesurées par un système prélèvement, puis thermodispersion, puis analyse, donc qui a duré plusieurs heures, voire sans doute plusieurs jours pour obtenir cette dizaine de points, enfin au minimum une journée. Et vous avez ici eh bien, la réponse de 2 capteurs, hein, donc 2 capteurs différents qui sont identifiés comme capteurs COV ou capteurs COV
oxygéné, eh bien, les réponses de 2 capteurs avec, vous voyez, une finesse de la réponse du capteur bien plus importante que ce suivi au niveau séquentiel de la concentration. Donc, vous voyez ici que c'était typiquement, à notre connaissance, le premier équipement d'une boucle de traitement d'air avec un système multicapteur et avec pour objectif futur, qui est en cours, d'asservir des paramètres de fonctionnement de la boucle afin d'avoir l'efficacité optimale en y mettant l'énergie également optimale, c'est-à-dire en ne suralimentant pas en termes énergétiques le dispositif de traitement d'air. Alors aujourd'hui, où sont les besoins? C'est un petit peu ce que j'essaye de présenter ici. Quels sont, en termes de capteurs, pour caractériser la qualité de l'air, les défis qui nous restent à relever? Eh bien, au travers de ce qu'on peut savoir aujourd'hui, il reste 4 champs exploratoires où il continue à y avoir des besoins en termes de recherche. Le premier champ exploratoire, c'est que, eh bien, on est toujours à la recherche de capteurs de plus en plus sensibles et de plus en plus spécifiques. Ce qui veut dire qu'il y a toujours un besoin en termes de synthèse et de fonctionnalisation des matériaux, avec soit la fonctionnalisation du matériau lui-même, soit l'addition de filtres spécifiques qui vont permettre de rendre ces capteurs de plus en plus spécifiques. Et donc, là, on a encore besoin de faire des travaux typiquement sur le matériau ou l'implémentation de plus en plus de matériaux les uns devant les autres pour rendre ces capteurs de plus en plus spécifiques. Deuxième champ, eh bien, c'est de pouvoir disposer de travailler à la fois sur la multiplicité des capteurs, parce qu'on se rend compte que généralement un capteur n'est pas sélectif, mais que la multiplication des capteurs va nous permettre d'apporter une réponse de plus en plus précise et de plus en plus intéressante, à condition d'y mettre un traitement qui va être de plus en plus complexe aussi. Donc vous avez ici l'illustration d'un système multicapteur, mais vous avez aussi le fait que derrière ce système multicapteur, eh bien, il y a toute une partie, ça c'est un peu le hard, mais il y a aussi toute la partie intelligente qui va viser à traiter d'abord le signal du capteur, mais aussi à associer du traitement de données type réseau de neurones qui a été évoqué tout à l'heure, pour essayer de sortir soit une concentration sur un polluant, soit un indice, soit une note, donc à essayer de travailler aussi sur la sortie après un traitement de données adapté. Troisième champ qu'il est intéressant de relever, c'est les déploiements sur le terrain, donc avec des tests en laboratoire, et ce déploiement sur le terrain qui va nous permettre de qualifier aussi dans des conditions réelles les performances de ces capteurs. Et effectivement, en laboratoire, c'est une phase indispensable pour valider ces capteurs, mais rien de tel que le passage sur le terrain avec la confrontation à d'autres mesures et aussi l'implémentation dans des modèles de dispersion comme on l'a vu. Alors peut-être pas implémentation, mais en tout cas permettre de valider aussi les données de modélisation. Et le dernier champ qui est aussi important, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, notamment sur peut-on utiliser ces capteurs pour de la mesure réglementaire de polluants, et on a des actions émergentes en termes de protocoles et de méthodes de normalisation, alors soit via le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, mais aussi au niveau européen, SEN ou AFNER. On a aujourd'hui des travaux qui sont lancés par rapport à comment faire pour qualifier de manière précise ces capteurs, et afin d'aller vers des capteurs de plus en plus performants. Alors, par rapport à ces champs exploratoires, où se situent les compétences? Alors, de la même façon que Catherine Gonzalez tout à l'heure, eh bien, j'ai essayé de mettre des étiquettes en face de ces besoins. Je pense que j'en ai oublié, mais je suis tout à fait à l'écoute de toutes les personnes qui sont ici pour effectivement compléter ce que je vais vous présenter. Donc, aujourd'hui, au niveau de la synthèse et de la fonctionnalisation des matériaux sensibles, je pense que j'ai oublié Alès. Donc il y a Mines Saint-Etienne qui travaille dans le domaine, Mines Douai, je pense aussi Mines d'Alès. Donc là, on travaille vraiment au niveau du matériau sensible. On a sur le dispositif multicapteur et le traitement associé ces 3 partenaires-là aussi, qui sont des gens qui travaillent dans les capteurs depuis de nombreuses années. Sur le déploiement de terrain, eh bien, on a Mines Douai, Mines Alès, Mines Nantes aussi, on le voit avec certaines utilisations dans des applications très précises. Et au niveau de normalisation et méthode, eh bien, effectivement, le fait que le département SAGE de Mines Douai travaille au sein du LCSQA fait qu'on participe aussi aux travaux et aux réflexions sur les méthodes de normalisation.
Voilà. Alors, au niveau des implications, je ne suis pas tout à fait fini, eh bien, effectivement, les écoles des mines travaillent maintenant depuis de nombreuses années, hein, à la fois dans des réseaux nationaux. C'est le cas du club MC2, un microcapteur chimique français, hein, qui réunit environ 25 universitaires et industriels et dont la présidence est assurée par Mines Saint-Étienne. Des réseaux européens ICOS, dans lequel Mines Saint-Étienne est aussi un comité scientifique. Dans l'action européenne COST sur le contrôle de la pollution de l'air, mais aussi à différents projets européens. Donc on voit que là, il y a une vraie expérience disponible aux mines. Je pense qu'on a besoin effectivement maintenant aussi de ce stockage de données important et de cette transmission de données importante. Donc je pense qu'il y a un champ exploratoire là véritablement important qui reste encore à notre disposition. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Voilà, merci pour cet exposé. Y a-t-il des remarques, des réactions, des questions que vous voudriez poser ? Bien, donc merci de votre présentation qui fait tout à fait écho donc, à la présentation introductive. Et donc, je retrouve effectivement les mêmes problématiques en termes donc, de capteurs et de mesures que ce qu'on peut donc, avoir au niveau de la mesure, donc, au niveau des contaminants dans l'eau. Donc j'avais deux petites questions, mais vous l'avez déjà évoqué en partie donc, au niveau de la conclusion, sur l'aspect justement normalisation, ou tout au moins validation ou vérification des performances donc, de ces capteurs, comparativement donc, aux mesures de laboratoire. Dans le domaine de l'eau, par exemple, il y a donc une norme AFNOR qui permet justement de vérifier les performances de ces capteurs comparativement à des méthodes de laboratoire. Est-ce que donc les normalisations dont vous parlez vont dans ce sens-là, une procédure en fait statistique qui permet donc de valider ces capteurs en référence à des mesures de laboratoire? Alors oui, c'est une réflexion en cours. La réflexion en cours est venue effectivement du fait qu'on a une demande de plus en plus forte de pouvoir déployer sur un grand nombre de sites, de pouvoir mailler le territoire en termes de concentration de polluants. Donc, il y a énormément de capteurs qui existent. Alors, juste en backup, j'avais cette slide à titre... voilà. Par exemple, pour la mesure du NO2, alors c'est une review assez récente qui date de 2012, qui a été faite par le JRC, le Centre commun de recherche sur la qualité de l'air en Italie. Vous voyez que, eh bien, sur NO2, il y a 24 capteurs recensés comme permettant la mesure du NO2. Sur CO, il y en a 41. Et aujourd'hui, oui, il y a vraiment une réflexion lourde de mettre en place une méthode de validation de laboratoire, mais aussi de terrain. Parce que le laboratoire fait qu'on va imaginer que, évidemment, l'ozone va interférer avec le NO2, mais parfois, on n'a pas une vue exhaustive sur tout. Donc oui, on est en phase de réflexion aujourd'hui. Au niveau européen, notamment, il y a un working group qui se met en place sur... comment. Alors, il y a eu un premier, travail qui a été fait au Centre commun de recherche en Italie, à ISPRA, par exemple, sur l'exemple du NO de l'ozone que je montrais tout à l'heure. Et au travers de ces travaux, au travers de travaux aussi qui sont faits un peu partout en Europe, on va récupérer ces expériences pour monter une norme, sachant qu'on sait bien que le temps de normalisation et le temps européen est long. Donc je pense que c'est d'ici quelques années, je pense qu'au mieux ce sera 4 ans. Mais je pense qu'il y a une vraie volonté d'essayer de séparer un peu le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire de faire que les bons capteurs ne pâtissent pas des capteurs un peu moins sélectifs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et que c'est important d'avoir des textes et des protocoles précis pour justement tirer vers le haut cette technologie, je veux dire. Bien, d'autres questions? Chantal? Oui, pour des polluants classiques, comme par exemple les NOx, on observe au niveau européen, mais même au niveau français, une tendance à la diminution des mesures pour l'air extérieur, mais une très forte diminution. Qu'est-ce qu'il en est pour, à la fois d'un côté pour l'air intérieur ou pour les COV? Alors, oui, il y a effectivement, je pense, une réflexion qui est menée au niveau national de gagner en
une efficacité de mesure. Donc effectivement, les associations de surveillance, le ministère et le LCSQA sont dans une réflexion de rationalisation des moyens. Donc effectivement, une diminution très nette des observations, avec un apport, et vous l'avez cité tout à l'heure, important de modélisation. L'INERIS, je pense, joue son rôle, mais pas que, avec des travaux encore importants en termes de modélisation, notamment les particules aujourd'hui qui sont pas très bien modélisées, donc il y a des besoins en modélisation. Donc je pense qu'on est plutôt sur de la rationalisation de déploiement de stations de mesure, sur les polluants réglementés. Alors, pour les COV, deuxième question, pour l'air intérieur. Alors, pour l'air intérieur, on a une réglementation qui se met en place dans les ERP, avec des tergiversations. Il y a 3 décrets. Normalement, ça doit se mettre en place pour 2015. Il y a eu des communiqués de presse qui ont dit que ce n'était pas vraiment obligatoire, que ça relevait de peut-être une bonne pratique. Donc, il y a un petit peu de tergiversation sur l'air intérieur. Ça frissonne un peu, on ne sait pas bien si c'est... Bon. Normalement, aujourd'hui, les décrets sont toujours en application. Donc, c'est une réglementation obligatoire dans les crèches et dans les écoles maternelles pour le 1er janvier 2015. Ça a été repoussé au 1er janvier 2018. Aujourd'hui, sachant que parfois, je vous dis, il y a des communiqués de presse de Ségolène Royal qui dit peut-être pas obligatoire, peut-être recommandé. Bon, aujourd'hui, les décrets sont là. Par contre, donc il date, le décret, le communiqué de presse a été a fait beaucoup de bruit. C'était en septembre, ça fait beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de sociétés privées, de cabinets d'études qui ont investi beaucoup sur la qualité de l'air intérieur et sa surveillance, qui est une surveillance lourde avec des capteurs passifs, donc avec beaucoup d'analyses et beaucoup de déploiements. Sur les COV aujourd'hui, on en est aussi sur une rationalisation, c'est-à-dire que la réglementation européenne oblige en air extérieur un site de mesure, et il y a aujourd'hui une étude en cours sur où situer ce site de mesure, donc qu'il y ait des programmes de recherche importants sur ces COV, leur devenir, la formation des AOS, oui, mais on est aussi sur une phase de rationalisation des moyens. Je pense que l'état des finances publiques fait qu'on va effectivement vers cette rationalisation. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que j'ai répondu à votre question. Ok. Très courte la question. Très courte. Et très courte la réponse. Serait-il imaginable de transférer certains capteurs pour l'air au milieu aquatique ? Il va falloir qu'on travaille, qu'on fasse de l'inter... Les milieux sont très différents. Les milieux sont très différents. J'ai pas de réponse toute faite. Certains capteurs, effectivement, viennent certaines méthodes de prélèvement passif, un peu les fibres SPME, viennent de l'eau et vont sur l'air. C'est pas facile parce que les fluides sont très différents et que la diffusion est très différente. Donc, je pense il faudrait avoir une recherche un peu plus... Aujourd'hui, c'est très cloisonné, la recherche est très cloisonnée. Aujourd'hui, il y a peu, je pense, de liens, de passage direct et facile entre l'eau et l'air. Aujourd'hui, non. Pourquoi pas demain? Voilà, globalement. Et un petit remords. Je vous remercie, je suis Daniel Clément de l'ADEME. C'est une question qui est en relation, qui va vous permettre de sortir en fait votre deuxième slide de backup, qui est en fait une dimension plutôt presque plus de société et de changement un peu de paradigme, effectivement, où on est une approche de labo, où on améliore nos capteurs, et par ailleurs on voit se diffuser assez largement, voire en milliers d'exemplaires, des dispositifs qui donnent des informations dont on ignore la pertinence, mais dont on peut penser que on peut gagner le nombre de points de mesure, même dispersés, peut donner une précision pas très différente de celle, si on analyse bien, je pense que c'est votre spécialité, de celle qu'on a sur un très bon capteur, très bien étalonné. Et donc ce passage qui met en avant en fait l'innovation derrière la recherche, parce que là on est dans le domaine de l'innovation quand on présente ces dispositifs-là. Voilà, comment vous êtes en prise, en face, vous avez parlé d'un Carnot, donc on se rapproche quand même de ce genre de problématique tout à l'heure. Voilà, ça m'intéressait de savoir comment vous vous prépariez, comment vous interveniez dans ces grandes évolutions qui mettent la transition numérique également au cœur de la transition environnementale. La marche est forcée, on y va à marche forcée, c'est clair. Il y a tellement une dynamique importante des sociétés, des demandes, des individus au niveau de la domotique, au niveau de l'habitat, qu'on y va à marche forcée. Donc généralement, on a encore reçu la semaine dernière une société qui nous dit il faut qu'on travaille, Et on y va vraiment en disant attention,
Ok, pourquoi pas. Mais attention, soyez vigilants. Ça. Donc on y va, on accompagne, on essaye d'être prudent, de ne pas faire de la rétroaction, mais néanmoins de poser ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire des grandes limites. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, on voit bien, hein, la domotique est partout. Aujourd'hui, tous les boîtiers qui existent pour l'air intérieur sont équipés de température, humidité, CO2 pour le confinement. Les COV, aujourd'hui, pas encore, parce qu'on voit bien que c'est tellement différent, tellement variable, tellement interférent que pas encore. Mais on y vient parce qu'on a une demande très très forte, notamment sur des polluants tels que formaldéhyde, où on a des effets sur la santé, allergisants, ce genre de choses. Je pense qu'on y va à marche forcément, on va y aller. Et ça avance vite, hein, ça avance très très vite, avec une forte demande. Ah oui, on y est avec beaucoup d'interactions et beaucoup de sollicitations des sociétés souvent privées. Et voilà, on essaie de les accompagner. Oui, parce qu'il y a une très forte demande.